Salut à tous, bienvenue c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Le Mont-Saint-Michel pendant la Révolution française. Des couloirs sombres, des bruits qui viennent d'en dessous, des rats, des cafards qui commencent à envahir l'abbaye. Et au milieu de tout ça, 4 chats qui vont essayer de comprendre ce qui se passe. Et surtout, d'empêcher les choses de devenir pires. Bienvenue dans les chats du Mont-Saint-Michel. Et ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est justement ce contraste. Visuellement, avec le travail d'Omar Ryan, on découvre un univers qui a énormément de charme. Des chats aventuriers, une ambiance presque de conte. Mais une fois autour de la table, on se retrouve face à une vraie aventure coopérative, avec de l'exploration, du placement, des combats et surtout cette vermine qui continue progressivement à prendre possession des lieux. Le jeu de Tom Frank et Marco Pecota, édité par Hitbox Games, se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans, avec des scénarios entre 20 et 40 minutes. Et ici, les scénarios ne sont pas de simples parties indépendantes. On est vraiment dans une campagne. On va suivre les mêmes héros au fil de leur aventure, les voir évoluer, récupérer du matériel, apprendre de nouvelles compétences, et revenir à la taverne entre 2 scénarios pour souffler un peu, soigner leurs blessures et se préparer pour la suite. Et progressivement, la campagne va vous demander de faire des choix qui pourront vous amener vers différents scénarios et faire évoluer les événements de l'histoire. Cela donne vraiment la sensation de ne pas simplement avoir nettoyé une carte pour avancer, mais de faire évoluer un petit groupe de personnages qui commencent tout doucement à construire son histoire. Mais une fois dans le feu de l'action, il faut apprendre à gérer peu d'actions. Et justement, c'est ce qui va créer une grande partie de la tension. Avec seulement quelques points d'action, on va vite se retrouver à hésiter. Est-ce que je cherche le butin? Est-ce que je me rapproche de l'objectif? Est-ce que j'attaque maintenant? Ou est-ce que je garde une meilleure position avant que cette vermine commence à avancer? Parce que vous déplacer plus vite peut vous exposer davantage. Une arme à feu demande à être rechargée. Une zone à fouiller demande du temps. Et parfois, simplement enlever un état qui vous gêne va vous coûter la moitié de votre activation. Du coup, on a rarement l'impression d'avoir assez d'action pour faire tout ce qu'on voulait faire. Et pendant que vous réfléchissez, les ennemis, eux, continuent d'avancer. De nouvelles vermines peuvent apparaître au fil des tours. Certaines restent cachées tant qu'elles ne sont pas dans votre ligne de vue. Et leur déplacement peut parfois suffire à révéler une nouvelle menace. Un chemin qui paraissait tranquille quelques instants plus tôt peut devenir en quelques instants beaucoup moins rassurant. Et le terrain lui-même participe à cette sensation. Certains passages sont bloqués, d'autres vont compliquer vos déplacements, l'eau peut vous ralentir. Et votre position va souvent déterminer ce que vous serez capable de faire pendant votre activation. Il y a donc beaucoup de discussions autour de la table. Et j'aime beaucoup cette idée que la coopération ne passe pas simplement pour le fait d'attaquer. On peut également échanger du matériel, préparer les activations des personnages les uns après les autres, et essayer d'anticiper ce que la vermine va faire. Le jeu construit progressivement tout cela. Les premiers scénarios servent d'apprentissage. On découvre les déplacements, puis les combats, puis les compétences et tout ce qui vient enrichir l'expérience. On entre donc dans le système progressivement sans avoir à lire toutes les règles. Puis scénario après scénario, les héros évoluent, développent leurs compétences, récupèrent des armes, du matériel, et découvrent progressivement tout ce que cache l'abbaye. Alors on va voir ensemble comment cette campagne s'articule, comment on joue à ce jeu de très bonne qualité. On va donc commencer par les bases. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. On va commencer par regarder la mise en place et ce qui va accompagner vos héros pendant cette campagne, afin de voir comment préparer un scénario et installer la carte. On prendra ensuite le temps de découvrir les règles progressivement, les déplacements, les actions, les comportements de la vermine, les combats mais aussi le butin, les compétences et tout ce qui se passe entre 2 aventures à la taverne. Je reviendrai également sur les différentes possibilités de jeu et les quelques règles particulières qui accompagnent la campagne. Une fois tout cela posé, on terminera toujours avec mon avis après plusieurs parties. Voir ce que les chats du Mont-Saint-Michel proposent réellement autour de la table et comment cette aventure coopérative évolue au fil des scénarios. Là, c'est la version de luxe, donc avec les plateaux de cette manière-là, les figurines et ce genre de tokens. Donc là, j'ai sorti du matériel et j'expliquerai tout ça au fur et à mesure. Bienvenue dans les chats du Mont-Saint-Michel. Nous sommes au Mont-Saint-Michel pendant la Révolution française. Mais dans ce lieu chargé d'histoire, de sombres événements sont en train de se produire. Et certains habitants attendent désormais que des héros viennent à leur secours. Et ces héros, ce sera vous. Les Chats du Mont-Saint-Michel est un jeu de figurines solo et coopératif construit autour d'une série de scénarios liés entre eux. Ensemble, ces scénarios forment une campagne et racontent une histoire continue. Cela signifie que ce que vous allez faire pendant un scénario pourra avoir des conséquences sur le suivant. Votre progression ne se limite donc pas à une succession de parties indépendantes. Chaque étape participe à faire avancer l'histoire. Au fil de cette campagne, vos héros vont progressivement se rapprocher de leur objectif ultime. Débarrasser l'abbaye des vermines maléfiques et de leurs acolytes. Mais avant d'y parvenir, il va falloir affronter de nombreux dangers. Vous croiserez notamment des hordes de cafards, des rats guerriers et d'autres créatures particulièrement hostiles. En avançant dans leurs aventures, vos héros vont également gagner de l'expérience et pourront débloquer des compétences uniques. La campagne se termine par une seule partie. Les chats du Mont-Saint-Michel demandent plusieurs sessions de jeu. Et votre progression peut facilement être sauvegardée entre 2 parties. Pour apprendre à jouer, les premiers scénarios ont spécialement été conçus pour introduire progressivement les différentes règles. Chaque scénario va donc ajouter de nouveaux éléments et rendre peu à peu les parties plus complexes. Les 2 premiers que nous allons voir ensemble servent réellement d'apprentissage. Ils sont conçus pour être rejoués jusqu'à ce que leur fonctionnement soit bien compris. Si vous échouez à atteindre l'objectif ou simplement si vous n'êtes pas satisfait du résultat obtenu, vous pouvez donc la recommencer. Une fois ces premiers scénarios dépassés, la campagne va commencer à vous demander à faire des choix. Vous devrez notamment décider quel scénario jouer ensuite.
Et ces décisions sont importantes, car le chemin que vous choisirez pourra modifier les événements de la campagne narrative. L'histoire et la progression vont donc commencer à dépendre directement de vos choix. Mais pour le moment, quelque chose se passe sous vos pieds. Vous entendez des rongeurs grignoter le bois, ainsi que des bruits de pas venant d'en dessous. Il est temps de découvrir jusqu'où vos ennemis sont parvenus. Pour commencer l'aventure, prenez le livre d'aventure et allez à la page 3. Vous allez commencer votre lecture en gardant le livret de règles à portée de main. Ce premier scénario va nous servir à découvrir les bases du jeu. On va apprendre à installer un scénario, à déplacer les héros sur la carte. On découvrira également comment rechercher des trésors et d'autres butins, ainsi que la manière de ramasser des objets. Le premier scénario apprend également comment déplacer les ennemis, la vermine. Mais avant de parler de tout ça, il faut maintenant voir quelques concepts de base. Ce sont des termes et des règles qui vont revenir régulièrement pendant vos parties. Les comprendre dès maintenant permettra de suivre plus facilement les règles dont je parlerai ensuite. Commençons par les personnages, ou figures en anglais. Sur une carte ou un scénario, tout ce qui représente un héros ou la vermine est considéré comme un personnage. Cela reste vrai qu'il s'agisse d'un marqueur, d'une figurine en carton ou d'une miniature. Lorsque les règles parlent d'un membre du groupe, cela désigne tous les héros ainsi que leurs alliés. A l'inverse, lorsque vous rencontrez le terme vermine, il désigne l'ensemble de l'armée ennemie, les cafards, les rats et les chefs ennemis. Il faut ensuite comprendre comment fonctionne la carte. En l'observant, vous remarquez qu'elle est divisée en petites cases, délimitées par une ligne noire. Ces petites cases sont regroupées par 4 afin de former de grandes cases, elles-mêmes délimitées par une ligne noire solide. Une autre notion qui va revenir régulièrement est celle d'adjacence. Dans les chats du Mont-Saint-Michel, lorsqu'une règle indique qu'un élément est adjacent à un autre, il faut comprendre une adjacence orthogonale, sauf lorsqu'il est explicitement précisé qu'il s'agit d'une adjacence diagonale. Concrètement, une vermine est adjacente à un héros lorsqu'elle se trouve dans l'une des 4 cases immédiatement situées à sa gauche, sa droite, devant ou derrière lui. Encore meilleur exemple, 1, 2, 3 et 4 cases adjacentes à ce héros. Passons maintenant aux points d'action, ou PA. Les points d'action sont utilisés pour réaliser différentes actions pendant le jeu, comme se déplacer ou attaquer. Les héros possèdent des points d'action, mais la vermine également. Pour résoudre certaines actions, vous aurez besoin de lancer des dés. Le jeu utilise des dés à 12 faces, qui sont souvent abrégés en D12. Selon l'action à résoudre, les joueurs peuvent être amenés à lancer un ou plusieurs de ces dés. Lorsqu'un lancer vous indique X des 12, le X représente simplement le nombre de dés à 12 faces qui doivent être lancés. Et lorsqu'on lance plusieurs dés, le résultat de chacun d'eux est lu séparément. Il existe également des niveaux de difficulté. Vous allez choisir celui qui vous convient le mieux. Le niveau facile est destiné aux joueurs qui découvrent ce genre de jeu. Le niveau normal s'adresse aux joueurs qui possèdent déjà de l'expérience et le niveau difficile représente un défi destiné aux joueurs très expérimentés. Ces difficultés influencent notamment les blessures subies par les héros. En mode facile, lorsqu'un héros subit une blessure, il perd un point de vie. En mode normal ou difficile, il faut à la place lancer une pièce. Si le résultat est pile, le héros perd un point. S'il est face, il perd 2 points. Enfin, si vous jouez en mode difficile, les chefs de la vermine ne peuvent pas être étourdis. Il existe également quelques règles générales à garder en tête pendant toute la partie. Lorsqu'une égalité se produit au cours du jeu, c'est le joueur actif qui choisit l'option à appliquer. Si 2 règles semblent se contredire, il existe un ordre de priorité précis. Les règles du livre d'aventure sont prioritaires sur celles présentées sur les éléments de jeu. Les règles inscrites sur les éléments de jeu sont elles-mêmes prioritaires de celles du livre de règles. Enfin, si malgré cela, vous ne savez pas comment résoudre une ambiguïté de règles, prenez une décision à la majorité. Pour terminer, il faut comprendre la structure générale du jeu. Dans les chats du Mont-Saint-Michel, vous alternez entre 2 grandes étapes. Jouer un scénario, puis visiter la taverne. Pendant la phase de taverne, vous effectuez un petit peu d'entretien et vos héros pourront également avoir l'occasion de se reposer. Avec ces différents concepts en tête, personnages, membres du groupe, vermine, cases adjacentes, points d'action, dés et difficultés, nous avons maintenant les bases nécessaires pour commencer à aborder le fonctionnement du premier scénario. Mais avant d'aller plus loin, regardons de plus près la fiche de votre personnage. Chaque héros possède sa propre fiche, sur laquelle vous retrouvez les différentes informations et les emplacements nécessaires pour gérer son équipement et ses compétences, ainsi que son état pendant la campagne. Ici, c'est le nom et l'image du héros qui permet d'identifier le personnage que vous êtes en train de jouer. Ici, nous avons la piste de points de vie. Au début de la campagne, votre héros possède 9 points de vie. Placez donc le jeton sur 9. Chaque fois que votre héros va subir une blessure, vous réduisez son total de points de vie de 1. Enfin, si vous récupérez des points de vie, votre héros ne peut jamais dépasser 9. La fiche comporte également plusieurs emplacements destinés à votre équipement. Ici, l'emplacement d'armes. Elle accueille les cartes d'armes actuellement équipées par votre héros. Vous pouvez y placer jusqu'à 2 armes. Juste à côté, l'emplacement d'armure permet de placer votre carte armure équipée. Cette fois, vous ne pouvez y placer qu'une seule carte. À cet endroit-là, c'est un emplacement de butin dans lequel vous placerez les différentes cartes butin récupérées. À cet endroit-là, votre héros possède également un emplacement de compétences. C'est ici que vous placerez les cartes compétences que votre chat développe au cours de la campagne. Parmi ces compétences, celles que vous avez sélectionnées pour les scénarios à venir sont placées face visible, toutes les autres restent face cachée. Chaque héros possède son propre set de cartes. Enfin,
La fiche indique également les caractéristiques à utiliser lorsque votre héros doit combattre sans armes. Si vous effectuez une attaque à main nue, utilisez simplement les statistiques d'attaque à main nue qui sont ici. Passons maintenant à la mise en place d'un scénario et à la manière de lire les informations présentes dans le livre d'aventure. Les instructions du scénario, ainsi que toutes les règles spéciales, se trouvent sur la page de gauche. La carte sur laquelle vos héros vont évoluer et accomplir leurs objectifs se trouve, elle, sur la page de droite, ou peut parfois s'étendre sur les deux pages. Avant de détailler la mise en place, voyons les différentes informations que vous pouvez retrouver dans les règles d'un scénario. Le jeu, avant tout, est designé pour toujours être joué avec 4 héros. Donc distribuez-les comme bon vous semble. Par exemple, avec 2 joueurs, chaque joueur contrôle 2 héros. Si vous voulez jouer avec moins de héros, par exemple avec seulement 2, dans ce cas, augmentez à 3 points d'action au lieu de 2. Ici, vous allez trouver le texte d'introduction, que vous pouvez lire immédiatement. La réserve de vermine indique quelles vermines seront utilisées pendant ce scénario. Par exemple ici, 6 cafards. Ici, vous avez les instructions de mise en place du scénario. Ici, l'objectif. Sauf indication contraire, accomplir ces objectifs ne suffit pas. Vos héros doivent également quitter la carte par la case marquée d'une flèche verte. Ici, par exemple. Lorsqu'un chat se trouve sur cette flèche, il doit dépenser 1 point d'action pour quitter la carte. Ici, vous avez les règles spéciales, qui rassemblent toutes les règles particulières qui s'appliquent uniquement au scénario concerné. Ce que nous allons voir maintenant est la procédure standard de mise en place. Certains scénarios, rencontrés plus tard, pourront ajouter leurs propres indications concernant la configuration ou l'apparition. Ces modifications seront alors précisées directement dans les sections correspondantes. La première chose à faire est de choisir vos héros. Le jeu est conçu pour être joué avec 4 héros en permanence. Répartissez ces 4 héros entre les différents joueurs de la manière qui vous convient le mieux. Par exemple, si vous êtes 2 joueurs, chacun peut en contrôler 2. Il existe toutefois une possibilité, si vous ne souhaitez pas contrôler plusieurs personnages. Vous pouvez choisir de jouer avec seulement 2 héros. Dans cette configuration particulière, chacun de ces héros possède 3 points d'action au lieu de 2. Une fois vos héros choisis, vous pouvez procéder à la configuration standard du scénario. On va regarder d'abord le scénario 1, la patrouille de l'aube. Placez ensuite les fiches personnages de vos héros à proximité du livre d'aventure. Regardez maintenant la section consacrée aux forces de la vermine. Sélectionnez tous les jetons qui y sont indiqués et placez-les dans une zone située près de la carte. Cette zone constitue votre réserve de vermine. Mélangez ensuite tous ces jetons. Il existe toutefois une exception importante. Si le nom d'une vermine apparaît en orange, ne placez pas ce personnage dans la réserve. Ces personnages particuliers possèdent un emplacement spécifique, généralement indiqué dans la mise en place du scénario ou dans le paragraphe consacré aux règles spéciales. Vous pouvez ensuite placer les figurines de vos héros sur les cases marquées d'un C ou à côté de cette case. Pour chaque case comportant la lettre R, comme ici, piochez un jeton dans la réserve et placez-le face cachée sur cette case. Placez ensuite un jeton d'objectif bleu sur chacune des cases marquées de la lettre O. Sur chacune des cases comportant la lettre L, placez 2 jetons de butin. Ici, vous avez le niveau de butin que vous devez mettre dans le paquet de loot. Pour ce premier scénario, mélangez toutes les cartes de butin de niveau 1. Elles ont une bordure en bronze. Et vous formez un paquet face cachée que vous placez à portée. Les scénarios suivants introduiront progressivement des cartes de butin niveau supérieur. Le niveau 2, un titre en argent, et celle du niveau 3, un titre en or. Placez ensuite l'indicateur de tour sur le premier espace de suivi de tour. Ensuite, vous choisissez une zone à côté du livre d'aventure qui servira de zone de défausse. C'est dans cette zone que vous placerez tous les jetons vermines éliminés au cours du scénario. Il reste encore 2 éléments importants à connaître dans la présentation. Tout d'abord, la sortie, ici. Vous ne devez le lire qu'après avoir réussi les scénarios. Les instructions qui s'y trouvent vous indiqueront quel sera votre prochain scénario. Dans certains cas, plusieurs choix pourront vous être proposés. Si cela arrive, choisissez simplement le scénario que vous souhaitez jouer ensuite. Il faut également comprendre le fonctionnement de la zone de suivi de tour. Cette zone permet de savoir précisément quel tour vous êtes en train de jouer. À la fin de chaque tour, une fois toutes les étapes terminées, avancez le marqueur d'une position vers la droite. Lorsque le marqueur devrait sortir de la zone de suivi, replacez-le simplement sur la première case. Certaines cases comportent également une lettre, comme vous le voyez. Chaque fois que le marqueur de tour arrive sur l'une de ces cases, faites apparaître la vermine sur les cases correspondant à la lettre indiquée. Et avec cela, le scénario 1 est maintenant entièrement installé. Ce premier scénario sert principalement à apprendre le fonctionnement des déplacements, aussi bien ceux de vos héros que ceux de la vermine. Je parlerai des attaques un petit peu plus tard. Pour le moment, votre objectif est beaucoup plus simple. Évitez les cafards qui envahissent les lieux. Il existe également des moments où le scénario vous demandera de lire une péripétie, que vous retrouvez à cet endroit-là. À différents moments de la partie, il peut en effet vous être demandé de lire un paragraphe. Lorsque cela arrive, rendez-vous dans la section du livret de règles et recherchez uniquement le paragraphe qui vous a été indiqué. Lisez uniquement cette péripétie, puis appliquez les instructions qui y sont données. Parlons maintenant de la séquence de jeu. Une partie se déroule en succession de tours, et chaque tour est organisé autour de 3 grandes étapes. Une phase d'initiative, 2 phases de jeu, puis une phase de fin. La phase d'initiative sert à déterminer quelle faction va agir en premier. Les 2 phases de jeu permettent ensuite d'activer successivement les héros puis la vermine, ou bien l'inverse. Enfin, la phase de fin permet notamment de faire avancer le tour et de résoudre certains événements liés au scénario. Commençons par la phase d'initiative. Prenez les 2 dés.
Choisissez une couleur pour vous, une couleur pour la vermine, puis lancez les 2 dés en même temps. On va dire que je suis le blanc et que la vermine est le bleu. Une fois le résultat obtenu, soustrayez 4 au dé de la vermine, puis comparez les 2 valeurs. La faction qui possède le résultat le plus élevé remporte l'initiative. Dans ce cas-là, je remporterai l'initiative. Ça ferait 2 contre 4. La faction qui possède le résultat le plus élevé, elle peut alors choisir qui des héros de la vermine effectue la première phase de jeu. Il existe toutefois une règle particulière, si la vermine remporte l'initiative, elle choisit toujours de commencer. Si les 2 résultats sont à égalité, relancez simplement les dés jusqu'à ce qu'une faction remporte l'initiative. On passe ensuite aux phases de jeu. Il y en a 2. Une phase consacrée aux héros, une consacrée à la vermine. Pendant la phase d'une faction, activez tous ces personnages un par un. Une fois que tous les personnages ont été activés, procédez de la même manière avec l'autre faction. Lorsque les 2 phases de jeu sont terminées, le tour passe à la phase de fin. Pendant ces dernières étapes, avancez le marqueur d'une case sur la zone de suivi. Si cette position indique une apparition de vermine, faites-la apparaître. Ensuite, vous résolvez tous les événements spécifiques au scénario qui doivent se produire à ce moment-là. Passons au tour des héros. Au début du tour des héros, vous retirez de tous les membres du groupe tous les marqueurs de statut, à l'exception des marqueurs étourdis qui restent en place. Lorsqu'un héros est activé, effectuez toutes les actions que vous souhaitez réaliser avec lui avant de passer au héros suivant. Une fois son activation terminée, choisissez librement quel autre héros sera activé. Chaque héros dispose d'un certain nombre de points d'action. Lorsque vous jouez avec 4 héros, chacun en possède 2. Si vous jouez avec seulement 2 héros, chacun dispose à la place de 3. Pendant son activation, un héros peut réaliser autant d'actions qu'il le souhaite, tant qu'il possède suffisamment de points d'action pour en payer le coût. Ces actions peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre. Vous pouvez également effectuer plusieurs fois la même action, à condition, là encore, de pouvoir payer son coût. Différentes actions possibles sont les suivantes. Rôder coûte 1 point, enjamber coûte 1 point, bondir 2 points, chercher 2 points, ramasser ou lâcher des objets 1 point, attaquer coûte 1 point, enlever un marqueur étourdi coûte 1 point, sortir de la carte 1 point, recharger coûte 2 points, et enfin, transférer un objet coûte 1 point. Parmi toutes ces possibilités, 3 actions sont directement consacrées au déplacement. Rôder, enjamber et bondir. Voyons maintenant plus précisément les actions de déplacement de vos héros. La première est rôder. Pour 1 point, vous déplacez votre héros vers n'importe quelle petite case adjacente orthogonalement. Par exemple, comme ceci, 1 point. La deuxième possibilité est enjamber, qui coûte également 1 point. Cette action permet de déplacer votre héros vers n'importe quelle petite case située dans un grand carré adjacent orthogonalement. Ou simplement n'importe quelle petite case adjacente, qu'elle soit orthogonale ou diagonale. Par exemple, je pourrais, pour 1 point, venir ici. Enfin, vous pouvez bondir. Cette action coûte 2 points et permet de déplacer votre héros vers n'importe quelle petite case appartenant à une grande case située à 2 grandes cases de distance, en comptant cette distance orthogonalement. Pendant ce déplacement, votre héros peut passer par n'importe quelle case occupée. À la fin de ce déplacement, le héros peut également effectuer une attaque de portée 0 en utilisant la règle normale d'attaque. Après avoir bondi, placez également un marqueur vulnérable sur votre héros. Je vous parlerai un petit peu plus tard des attaques et du statut vulnérable. Il existe toutefois quelques règles générales qui s'appliquent à ces actions de mouvement. Votre héros ne peut ni enjamber ni bondir si une vermine se trouve dans une case adjacente à lui ou sur la même case. Cette restriction ne s'applique pas aux vermines assommées. Les héros peuvent également se déplacer dans des cases occupées par des cafards, mais pas dans celles occupées par d'autres personnages. Passons maintenant à l'action de chercher. Un chat peut effectuer une recherche sur un marqueur butin ou sur un marqueur objectif qui se trouve soit dans une case adjacente, soit dans la grande case qu'il occupe. Une fois l'action terminée, vous retirez le marqueur. Votre héros peut également ramasser ou lâcher des objets. Il peut ramasser un objet présent dans la petite case qu'il occupe, ou au contraire, lâcher un objet qui se trouve dans son inventaire. Lorsqu'un objet est ramassé, placez-le dans l'emplacement butin de votre personnage, ou équipez-le directement comme arme ou armure. Pendant cette action, vous pouvez également réorganiser librement les cartes présentes dans les différents emplacements de votre héros. Si votre héros possède un marqueur étourdi, ce marqueur-là, il existe une contrainte supplémentaire. Vous devez obligatoirement dépenser 1 point pour retirer ce marqueur avant de pouvoir effectuer n'importe quelle action. Pour sortir de la carte, votre héros doit se trouver sur la flèche verte. Il peut alors dépenser l'action correspondante pour quitter la carte, puis sa figurine, et retirer. Vous pouvez également transférer un objet. Cette action permet de transférer ou d'échanger un ou plusieurs objets entre vos héros et d'autres héros adjacents. Si cet échange concerne des héros contrôlés par d'autres joueurs, ceux-ci doivent évidemment être d'accord pour l'échange. Passons maintenant au tour de la vermine, ainsi qu'aux différents types de terrains qui vont commencer à influencer les déplacements. Pendant son tour, vous allez activer chaque vermine une par une, en commençant toujours par celle qui se trouve le plus près d'un membre du groupe de héros. Lorsqu'une vermine est activée, elle doit effectuer autant d'actions qu'elle possède de points d'action. Parmi les actions de la vermine, se déplacer d'une petite case sans jamais se déplacer en diagonale coûte 1 point. Attaquer coûte également 1 point. La vermine peut aussi effectuer une action permettant d'enlever un marqueur assommé. Sur les profils de vermine, vous trouvez plusieurs informations importantes. Ici, les points d'action dont dispose le personnage pour effectuer les différentes actions possibles de la vermine. Ici, la santé, le nombre de blessures nécessaires pour éliminer ce personnage.
La capacité indique le nom de sa capacité ainsi que ses effets. Pour ce premier scénario, les seules vermines présentes sont les cafards. Chaque membre de la vermine possède un pouvoir différent. Celui des cafards leur permet de s'empiler. Cela signifie qu'un cafard peut terminer son déplacement sur la même petite case qu'un autre personnage. Il n'existe aucune limite au nombre de cafards se trouvant sur une même petite case. Il existe également une particularité concernant leur santé. Lorsqu'un cafard reçoit un marqueur étourdi, il est immédiatement éliminé. Dans le scénario 1, il possède un point d'action et n'effectue pour le moment que des actions de déplacement. Lorsqu'il se déplace, ils vont toujours en direction du personnage le plus proche. Par exemple, si nous étions comme ça, il l'utiliserait pour venir ici. Il se déplace uniquement vers des petites cases adjacentes et ne se déplace jamais en diagonale. Il faut maintenant comprendre les différents types de terrains présents sur la carte. Certaines cases sont identifiées par leur contour de bords colorés. Ici, c'est un terrain bloquant. Ici, c'est un terrain gênant, le jaune. Et il peut également y avoir des terrains d'eau. Les personnages ne peuvent jamais se déplacer vers ou à travers une case représentant un terrain bloquant. Ils ne peuvent pas non plus traverser les murs ni les portes fermées. Les terrains gênants ont des effets sur leurs attaques. Je reviendrai plus tard sur leur fonctionnement. Les personnages eux-mêmes sont également considérés comme des terrains gênants. Le terrain aquatique fonctionne lui différemment. Lorsqu'un personnage entre dans un terrain aquatique, son tour s'arrête. Et lorsqu'un personnage commence son activation dans un terrain aquatique, ses points d'action sont réduits à 1. Il existe également une règle concernant les attaques à effet de zone. Si une telle attaque touche une case de terrain aquatique, elle échoue automatiquement. Prenons un petit exemple pour que ce soit plus clair au niveau des déplacements avec cette configuration-là. Ici, là, là et là, ce personnage-là peut rôder. Il peut enjamber les cases que je vous ai déjà montrées. Il peut également enjamber ici, là, ainsi que là et là. Également là, ainsi qu'également là et là, ainsi qu'également là. Il peut bondir dans toutes les cases que je vous ai montrées, plus ici, là et là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, et finalement, ici, il pourrait également enjamber. Ici, il ne peut pas venir, car c'est une zone bloquante. Passons maintenant aux règles d'apparition de vermine. Le principe est directement lié au marqueur de tour. Chaque fois que le marqueur arrive sur une case comportant une lettre S, une apparition de vermine doit avoir lieu. Pour chaque case de la carte portant cette même lettre, piochez un jeton et placez-le face cachée sur la case correspondante. Si vous devez faire apparaître une vermine mais qu'il ne reste plus aucun jeton, prenez tous les jetons présents dans la pile de défausse, mélangez-les puis replacez les faces cachées dans la réserve. Vous pouvez alors continuer à les faire apparaître. En revanche, s'il ne reste plus de jetons ni dans la réserve ni dans la pile de défausse, il y aurait simplement cette apparition. Il se peut également qu'une case d'apparition soit déjà occupée par un personnage. Dans ce cas, faites apparaître la vermine dans la case vide la plus proche. Même lorsque celui du tour a été remis à 0 et que le marqueur est revenu sur sa première case, les apparitions continuent normalement. Chaque fois que le marqueur arrive de nouveau sur une case correspondant à une apparition, vous devez faire apparaître les vermines indiquées. Certains scénarios fonctionnent légèrement différemment. Ils peuvent demander de placer une vermine spécifique qui a été mise de côté pendant la préparation. Il s'agit des vermines dont le nom est en orange. Dans ce cas, vous ne piochez pas de jetons. Prenez directement la vermine indiquée et placez la face visible sur la case précisée par le scénario. Prenons un exemple. À la fin du tour, cela avance ici. Cette case comporte la lettre S. On doit donc piocher 2 jetons vermine et les placer face cachée, dans ce cas la face visible, c'est les règles du scénario, sur les 2 cases de la carte comportant la lettre S. Donc, un là et un ici. Passons maintenant à une notion très importante, la ligne de vue. Elle sert à 2 choses, révéler les vermines encore face cachée et déterminer les possibilités d'attaque, aussi bien pour les héros que pour la vermine. Pour vérifier une ligne de vue, tracez une ligne droite depuis n'importe quel coin d'une petite case jusqu'au coin le plus proche de n'importe quelle autre petite case. Plusieurs éléments peuvent bloquer cette ligne de vue. Les portes fermées, les murs, les cases comme ceci, ainsi que les lignes rouges situées entre 2 cases. Et cette règle est stricte. Même si la ligne de vue ne fait que toucher le coin d'un mur, d'une case délimitée ou d'une ligne, elle est considérée comme bloquée. Cette ligne de vue va notamment permettre de gérer les vermines non révélées. Pendant la mise en place d'un scénario, mais aussi lorsque de nouvelles vermines apparaissent, leurs jetons sont placés face cachée, avec le point d'interrogation face visible. Comme ceci. Même lorsqu'elles ne sont pas encore révélées, ces vermines comptent toujours comme des personnages et suivent les règles qui s'appliquent normalement à la vermine. Une vermine non révélée possède toujours un point d'action. En revanche, tant qu'elle est face cachée, elle ne possède aucun pouvoir. La révélation peut se produire à n'importe quel moment. Dès qu'un membre du groupe obtient une ligne de vue sur un jeton vermine face cachée, retournez immédiatement ce jeton. Cela peut arriver pendant la phase d'apparition, pendant un déplacement ou encore à cause d'un effet propre au scénario. De la même manière, si un jeton de vermine face cachée est affecté par un effet ou attaqué pour quelque raison que ce soit, révélez-le immédiatement. Lorsqu'une vermine est révélée, retournez son jeton, puis remplacez-le sur la carte par la figurine ou le standee, c'est-à-dire que là, je ferai ça.
Le jeton, désormais flash visible, est placé à proximité de la carte. Si cette vermine est ensuite éliminée, prenez ce jeton et placez-le dans la défausse. Prenons un exemple. Ce personnage-là a une ligne de vue sur ici, ici, ainsi que là. Mais il n'a pas de ligne de vue ici et là. Prenons un autre exemple. Ce jeton-là, pendant son activation, il se déplace d'une case vers la gauche. À cet instant, il entre dans la ligne de vue de ce personnage. Le jeton doit être immédiatement retourné et remplacé par la figurine correspondante. Passons maintenant à la carte butin et au fonctionnement du deck butin. Pendant un scénario, vous effectuez des recherches sur les cases du butin marquées d'un L afin de récupérer différentes cartes. Pour rechercher une carte butin, votre héros doit effectuer l'action chercher en étant soit adjacent à cette case, soit directement dessus. Lorsque vous effectuez cette recherche, piochez une carte du paquet butin, puis retirez un marqueur butin de la case concernée. Attention cependant, chaque héros ne peut effectuer qu'une seule recherche sur une même case butin. Les cartes butin sont réparties en plusieurs niveaux. Le niveau 1, un titre en bronze. Le niveau 2, un titre en argent. Le niveau 3, un titre en or. Les cartes butin peuvent contenir plusieurs types de cartes. Des armes, des armures, des objets utiles, mais également des événements. Lorsque vous obtenez une carte butin, placez-la soit dans votre emplacement d'armes ou d'armure si elle correspond à l'un de ces équipements, soit dans un emplacement de butin pour pouvoir l'utiliser plus tard. Le fonctionnement précis d'un objet, d'une armure ou d'une arme est directement indiqué sur la carte. Sauf indication contraire, utiliser une carte butin ne coûte pas de points d'action. Voyons maintenant les différents types. Les cartes d'armes permettent à votre héros d'utiliser cette arme lorsqu'il l'attaque à la place de son attaque de base. Vous pouvez placer jusqu'à 2 cartes armes dans la zone dédiée aux armes de vos héros. Les cartes armure, vous pouvez en avoir une seule, elles protègent votre héros contre les attaques et contre leurs effets. Les cartes objets permettent quant à elles de déclencher différents effets pouvant aider vos héros. Ces cartes s'utilisent généralement sans dépenser de points d'action. Enfin, si vous piochez une carte événement, lisez-la immédiatement à voix haute et appliquez les indications. Une fois ces effets résolus, défaussez la carte. Regardons maintenant plus précisément les informations présentes sur une carte butin. Nous verrons plus tard comment utiliser ces armes pendant les attaques, mais vous pouvez déjà identifier les différentes caractéristiques indiquées. Ici, les dés d'attaque indique le nombre de dés d'attaque que vous devez lancer. Ici, la valeur étourdie indique le résultat minimum qu'un dé d'attaque doit obtenir ou dépasser pour étourdir l'adversaire. La valeur de blessure indique de la même manière le résultat minimum qu'un dé doit obtenir ou dépasser pour blesser l'adversaire. Ici, la portée indique la portée de l'arme. Ici, la partie règle regroupe toutes les règles spéciales qui s'appliquent lorsque vous utilisez cette arme. Et enfin, le prix indique le coût d'achat de cette arme de butin dans la taverne. Avec tout cela, vous êtes maintenant prêt pour jouer le scénario 1 jusqu'à son terme. Si vous parvenez à échapper au cafard rampant, lisez le texte de sortie du scénario. On va passer au scénario 2 qui va maintenant parler de combat. Donc là maintenant on va parler un petit peu du combat plus en détail. Vous pouvez jouer le scénario 2 qui s'appelle Prêt au combat pour cela. La mise en place est presque identique à celle du premier scénario. Je ne rentrerai pas dans les différents personnages pour vous laisser la surprise, pour ça que je mets que des cafards, histoire que vous soyez surpris lorsque vous faites ces super bons scénarios. Commençons par l'élément principal du scénario qui est l'action d'attaque. Pour effectuer une attaque avec votre héros, vous devez suivre plusieurs étapes. Commencez par choisir l'attaque que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir d'une attaque indiquée directement sur votre carte personnage, d'une attaque provenant d'une carte butin, ou encore d'une attaque accordée par une carte compétence. Une fois votre attaque choisie, sélectionnez une cible qui se trouve à la fois dans votre ligne de vue et à portée de cette attaque. Lancez ensuite les dés d'attaque correspondant à l'attaque utilisée. Ajoutez ensuite à votre résultat les éventuels modificateurs. Vérifiez alors si l'attaque est réussie en tenant compte de toutes les règles. En cas de succès, appliquez sur la cible les états étourdis ou blessés obtenus. Il existe cependant une règle particulière concernant les armes à feu. Après avoir effectué une attaque avec une arme à feu, placez un jeton déchargé sur la carte de cette arme. Tant que ce marqueur est présent, l'arme doit être rechargée avant de pouvoir être utilisée à nouveau. Pour cela, vous disposez de l'action recharger. Lorsque vous effectuez cette action, retirez simplement le marqueur de la carte d'arme équipée. L'arme peut de nouveau être utilisée pour effectuer une attaque. Maintenant, parlons de la portée. Lorsque vous effectuez une attaque, vous devez déterminer la distance entre l'attaquant et sa cible en comptant les petites ou les grandes cases selon la portée utilisée. Pour cette case, comptez la case occupée par la cible, mais pas celle de l'attaquant. Une attaque de portée 0, ici, là, là et là, peut cibler un personnage situé dans n'importe quelle petite case adjacente orthogonalement, ou un personnage situé dans la même case que l'attaquant. Ici, là, là, là. Les 4 ici, ainsi que là, là, là et là, c'est une attaque de portée 1. Une attaque de portée 1 peut cibler un personnage situé dans une petite case adjacente diagonalement ou dans n'importe quelle grande case adjacente. Donc par exemple, là, 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 ici et là-haut, c'est une attaque de portée 2. Cela permet de cibler un personnage situé dans n'importe quelle grande case se trouvant à 2 grandes cases de l'attaquant. Attention cependant, une arme de portée 2 ne peut pas cibler un personnage situé dans la grande case occupée par l'attaquant. Pour toutes les portées supérieures, c'est le même principe.
Il y a une règle qui ne change jamais, un résultat naturel de 1 est toujours un échec, quels que soient les modificateurs. L'un des principaux éléments pouvant modifier une attaque est le terrain gênant. Toute attaque effectuée sur une case de terrain gênant ou dont la ligne de vue traverse une case délimitée en jaune comme terrain gênant subit un modificateur de -2. Même si la ligne de vue traverse plusieurs cases de terrain gênant, le malus maximum reste toujours de -2. Il ne se cumule donc pas en fonction du nombre de cases. A l'inverse, certains états peuvent rendre une cible plus facile à toucher, comme c'est le cas du statut vulnérable. Les marqueurs vulnérables sont principalement placés sur les héros lorsqu'ils effectuent une action de bond. Lorsqu'un personnage possède un marqueur vulnérable, tous les attaques qui le ciblent bénéficient d'un modificateur de +1. Une fois tout le modificateur appliqué au résultat des dés d'attaque, il reste à déterminer les résultats. Vous devez alors comparer chaque résultat aux valeurs étourdies et blessées indiquées pour l'attaque utilisée. Si au moins un des résultats obtenus est égal ou supérieur à la valeur d'étourdissement de l'arme, la cible est étourdie. Pour chaque résultat égal ou supérieur à la valeur de blessure, la cible subit une blessure. Lorsqu'une vermine reçoit un jeton blessure, placez à côté d'elle un jeton blessure. Si la santé du vermine est réduite à 0, elle est éliminée et son marqueur est placé dans la zone de défausse. Les cafards fonctionnent différemment lorsqu'ils sont étourdis. Un cafard étourdi est éliminé. Pour n'importe quelle autre vermine, s'il est étourdi, placez simplement un marqueur étourdi. Si une vermine est déjà étourdie obtient de nouveaux résultats étourdis, ceux-ci n'ont aucun effet supplémentaire. Si vous jouez en mode difficile, les chefs de la vermine ne peuvent pas être étourdis. Il existe certaines attaques ou compétences qui possèdent un effet de zone. Lorsqu'une arme ou une compétence possède un effet de zone, elle affecte toutes les figurines présentes dans la grande case ciblée. Résolvez une attaque ou un effet pour chaque personnage présent. Les dés d'attaque doivent être lancés séparément pour chaque personnage. Les personnages ne peuvent pas utiliser le pouvoir esquive pour éviter une attaque ou une compétence possédant un effet de zone. Comme les héros et les vermines disposent de leurs propres attaques, armes et pouvoirs qu'elles vont utiliser pendant leur activation. Les attaques de la vermine sont définies par plusieurs éléments, le nombre de dés d'attaque, la portée, la valeur nécessaire pour étourdir, la valeur nécessaire pour blesser. Lorsqu'une vermine possède plusieurs attaques différentes, elle commence par choisir celle qui correspond à la bonne portée. Parmi ces attaques, elle privilégie ensuite la valeur de blessure la plus basse. S'il existe encore une égalité, elle choisit la valeur d'étourdissement la plus basse. Chaque dé d'attaque est lancé séparément pour chaque cible concernée. Pour chaque résultat égal ou supérieur, la cible est étourdie. Lorsqu'il s'agit d'une valeur d'étourdissement, vous placez alors un marqueur étourdi à côté de la cible. Si vous jouez en mode facile, chaque blessure vous fait perdre un point de vie. En mode normal, vous lancez une pièce pour chaque blessure. Lorsqu'une vermine perd son dernier point de vie, elle est éliminée. Il existe également une règle qui peut vous permettre de réagir à certains mauvais lancers, la règle des égratignures. Chaque fois qu'un héros obtient un 1, vous pouvez choisir entre deux possibilités. Prendre un jeton égratignure, comme ceci, ou utiliser un jeton que vous possédez déjà. Vous ne pouvez prendre un nouveau jeton que si vous en possédez moins de 3. Dans ce cas-là, prenez-en dans la réserve et placez-le à côté de vos personnages. Ils ne sont pas associés à un héros en particulier, ils appartiennent au groupe, et n'importe quel héros peut donc les utiliser. À n'importe quel moment, vous pouvez défausser un jeton, égratignure, pour relancer une fois un dé. Après cette relance, vous devez obligatoirement conserver le nouveau résultat. Une fois le scénario 2 terminé, et après avoir vaincu la horde de vermine, de nouvelles possibilités vont s'offrir à vos héros. C'est notamment à partir de maintenant que vos héros vont pouvoir développer de nouvelles compétences. Au fur et à mesure de leur progression, dans la campagne, ils pourront s'entraîner auprès des meilleurs experts du Mont-Saint-Michel. Lorsque vous visitez la taverne, chaque héros peut ainsi dépenser des francs afin d'obtenir de nouvelles compétences. Une compétence de niveau 1 coûte 20 francs, une compétence de niveau 2 coûte 30 francs, une compétence de niveau 3 coûte 60 francs. Mais il n'est pas possible d'accéder aux compétences les plus élevées immédiatement. Pour apprendre une compétence de niveau 2, le héros doit d'abord maîtriser toutes celles de niveau 1. Pour le niveau 3, il faut avoir maîtrisé toutes celles de niveau 2. Posséder des compétences ne signifie pas, cependant, qu'elles sont toutes disponibles pendant chaque scénario. Au début de chaque scénario, chaque héros peut sélectionner jusqu'à 3 compétences de niveau 1, 2 compétences de niveau 2 et une seule de niveau 3. Enfin, certaines cartes compétences et certaines cartes butin utilisent le mot-clé épuisé. Normalement, ces cartes peuvent être utilisées autant de fois que possible, mais lorsqu'une carte possède ce mot-clé, son fonctionnement est différent. Lorsque vous utilisez une carte avec le mot-clé épuisé, tournez-le sur le côté, tant qu'elle reste ainsi épuisée, elle ne peut plus être utilisée. Au début du tour d'un héros, redressez toutes ces cartes. Entre deux scénarios, vos héros vont pouvoir souffler un peu et se rendre à la taverne du Pélican de mer. C'est ici qu'ils pourront écouter les dernières rumeurs, soigner leurs blessures, acheter du nouvel équipement et développer de nouvelles compétences. La visite de la taverne se déroule toujours au même ordre. Vous allez d'abord écouter les rumeurs et les commérages, pour ensuite soigner vos blessures, puis viendra le moment d'acheter de l'équipement. Et enfin, vos héros pourront acquérir de nouvelles compétences. À chaque scénario, la première chose à faire dans la taverne est de vérifier si quelque chose d'intéressant se passe aux alentours. Piochez une carte dans le paquet événements de la taverne. Lisez-le à voix haute, puis appliquez les instructions. Une fois cet événement résolu, vos héros peuvent s'occuper de leurs blessures. Chaque héros peut soigner gratuitement une blessure lors de son passage. S'il souhaite récupérer davantage, il peut également dépenser 5 francs pour chaque blessure supplémentaire. Vous pouvez ensuite passer à l'achat d'équipement. Pour cela, adressez-vous à Grogus, qui a toujours quelques objets intéressants. Piochez 5 cartes dans le paquet de butin utilisé lors du dernier scénario. Parmi les cartes piochées, mettez de côté toutes celles qui ne sont pas des objets, puis continuez à les piocher pour avoir 5 objets à choisir. Ces 5 cartes représentent les objets disponibles à l'achat. Le prix de chaque objet est indiqué comme je vais vous montrer. À cet endroit-là, Grogus peut également acheter le matériel dont vos héros ne veulent plus. Vous pouvez donc vendre n'importe quel butin pour la moitié de son prix.
La dernière étape est les compétences au prix que je viens de vous dire. Voilà pour le fonctionnement de la taverne. Il reste une dernière règle importante avant de poursuivre la campagne, la mort d'un personnage. Si l'un de vos héros perd son dernier point de vie, il meurt. Lorsque cela arrive, notez sa mort dans votre journal d'aventure, ici. Vous devez ensuite choisir un autre héros encore en vie parmi ceux que vous n'utilisez pas actuellement. Ce nouveau héros rejoint votre groupe. Il commence avec une arme de niveau bronze, il reçoit également le même nombre de cartes compétences et au même niveau que le héros qui vient de mourir. Avec tout ceci, vous êtes prêt à jouer le scénario 3. Donc voilà pour les règles des Chats du Mont-Saint-Michel. Si vous aimez ce genre de contenu où on prend le temps de découvrir un jeu ainsi que ses règles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également laisser un commentaire, ça aide la vidéo à vivre, ça aide aussi beaucoup la chaîne et j'apprécie énormément échanger avec vous autour des jeux. Dites-moi si vous attendez le jeu, ce que vous en avez pensé, s'il vous intrigue. Et maintenant qu'on a vu comment tout fonctionne, on va pouvoir passer à mon avis et surtout ce que le jeu propose réellement une fois autour de la table. Après plusieurs parties des Chats du Mont-Saint-Michel, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la manière dont le jeu réussit à cacher derrière son univers attachant un vrai petit jeu tactique, avec beaucoup plus de décisions que ce que l'on pourrait imaginer au premier abord. Parce qu'évidemment, des chats qui explorent le Mont-Saint-Michel pendant la Révolution française, en affrontant des rats, des cafards et toute une vermine qui s'installe en abbaye, donne immédiatement quelque chose de très particulier. Mais une fois autour de la table, le jeu ne repose pas uniquement sur son thème. Il va vraiment vous demander de réfléchir à vos déplacements, à l'ordre d'activation des héros, à la manière dont vous allez utiliser vos points d'action, et surtout à la manière dont on va gérer les ennemis qui apparaissent progressivement sur la carte. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que tout arrive petit à petit. Les premiers scénarios servent réellement d'apprentissage. On commence par découvrir les déplacements, la recherche, le fonctionnement de la vermine, puis les combats arrivent, avec les lignes de vue, les différents types de terrain, les compétences et toute la progression liée à la campagne. Ça donne une courbe d'apprentissage assez agréable parce qu'on n'a jamais l'impression de tout devoir assimiler d'un coup. Et pourtant, une fois les différents éléments réunis, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Le cœur du jeu repose beaucoup sur les points d'action. Avancer, chercher, attaquer, récupérer quelque chose, recharger une arme, enlever un marqueur étourdi, on se retrouve régulièrement à devoir faire un choix assez simple en apparence mais très important pour la suite. Est-ce que je prends le temps de fouiller cette zone? Est-ce que je me rapproche de cet objectif? Est-ce que j'attaque maintenant? Est-ce que je me repositionne pour éviter de me retrouver trop exposé par la suite? J'ai vraiment trouvé que c'était là que le jeu fonctionnait très bien. La règle de déplacement donne également beaucoup d'importance au placement. Rôder, enjamber, bondir permet d'aller plus ou moins loin. Mais tout ça pas sans conséquence. Bondir par exemple permet de couvrir plus de terrain mais rend le héros vulnérable. Et cette notion de risque est présente assez régulièrement. On peut gagner du temps, atteindre une zone importante plus rapidement, ou se rapprocher d'un ennemi. Mais il faut ensuite accepter d'être plus facile à toucher. Et les différents terrains renforcent encore cette sensation. Les zones bloquantes vont évidemment fermer certains passages. Les terrains gênants compliquent la situation, et l'eau annule les attaques de zone, et casse également le rythme des activations. Du coup, on ne regarde jamais uniquement sur son objectif. On regarde aussi comment y arriver, et surtout comment on va finir son déplacement. La ligne de vue est également un élément important. Les vermines commencent parfois face cachée, et sont révélées lorsqu'un héros rentre dans leur ligne de vue. J'ai bien aimé cette idée parce qu'elle apporte une petite incertitude pendant l'exploration. On sait qu'il y a quelque chose devant nous, mais on ne sait pas exactement quoi. Et comme ces vermines se déplacent même lorsqu'elles sont cachées, on peut se retrouver face à une menace qui avance progressivement sans vraiment connaître son identité. Et le comportement des ennemis est assez simple à gérer. Ils vont vers le membre du groupe le plus proche. Et dès qu'ils ont une cible à portée, ils attaquent. Du coup, ce n'est pas un système où l'on passe énormément de temps à gérer les ennemis ainsi que ce qu'ils font. Et personnellement, j'ai trouvé ça agréable parce que l'intérêt vient également de l'anticipation. On sait globalement ce que la vermine va essayer de faire, donc on peut tenter de manipuler son déplacement. Protéger un héros plus fragile ou au contraire, envoyer quelqu'un dans une position pour attirer les ennemis. Mais cette prévisibilité n'enlève pas du tout l'attention, notamment parce que le marqueur de tour continue à avancer et que de nouvelles vermines peuvent rapidement apparaître. Il y a donc forcément cette idée qu'on ne peut pas forcément prendre le temps qu'on a envie. On pourrait avoir envie de sécuriser une zone avant d'avancer, de récupérer tout le butin, de se préparer pour la suite. Mais plus on temporise, plus on a le risque que de nouveaux ennemis arrivent. Et je trouve que cette tension fonctionne particulièrement bien avec le peu de nombre d'actions que nous avons. Le combat reste assez simple à comprendre et il offre plusieurs niveaux de décision. Il ne s'agit pas seulement de réussir ou de rater une attaque. On peut blesser, étourdir, profiter d'un personnage vulnérable ou subir les effets du terrain gênant. J'ai notamment apprécié la différence entre blessure et étourdissement. Contre les cafards, étourdir signifie éliminer l'ennemi. Contre la vermine, cela va surtout les gêner dans leur activation. Cela donne de l'intérêt à des résultats qui dans d'autres jeux auraient simplement été considérés comme des dégâts plus faibles. Les armes à feu, avec leur besoin d'être rechargées, apportent une petite contrainte supplémentaire très bienvenue. Tirer maintenant peut être très utile, mais l'on sait que l'on devra passer du temps à recharger l'arme lors d'un prochain tour. Encore une fois, rien de compliqué séparément, mais l'ensemble crée de petits arbitrages réguliers. Et c'est probablement une des choses que j'en retiens le plus du jeu. Il accumule des choix relativement simples, plutôt que de chercher à vous imposer une énorme décision à chaque tour. Et donc la coopération fonctionne très bien avec cette structure, ainsi que le mode solo. Comme les héros sont activés les uns après les autres, dans l'ordre que vous choisissez, il y a forcément des discussions autour de la table. Qui commence, qui va chercher le butin? Est-ce qu'on attaque cette vermine maintenant ou est-ce qu'on laisse un autre héros s'en occuper? Est-ce qu'on transfère un objet? Est-ce qu'on utilise une égratignure pour lancer un dé ou est-ce qu'on le garde pour plus tard? Justement, les jetons égratignures sont une petite mécanique que j'aime beaucoup, parce qu'ils appartiennent au groupe plutôt qu'à un personnage précis. Cela crée donc une ressource commune et il est pertinent de discuter lorsqu'on veut l'utiliser.
Et la progression de la campagne est une part importante de l'expérience. Entre les scénarios, on retourne la tête vers un dupliquant de mer, et je trouve que cette phase apporte une vraie respiration. On écoute les rumeurs, on soigne les blessures, on regarde ce que Grogus nous propose à la vente, et on peut investir dans de nouvelles compétences. Cela permet vraiment de sentir que les personnages évoluent entre deux aventures. Et surtout, les ressources ne servent pas à une seule chose. Les francs permettent de soigner des blessures, d'acheter du nouveau matériel, ou même des compétences. Donc même cette phase plus calme conserve des choix. On peut avoir envie d'économiser pour une compétence plus intéressante, mais arriver au scénario suivant avec des blessures n'est pas très rassurant. Et la progression des compétences est aussi, elle, très satisfaisante dans son principe. On monte progressivement dans les niveaux, et surtout, on ne peut pas emporter toutes ses compétences avec soi. Au début d'un scénario, il faut choisir lesquelles utiliser. Cela donne l'impression de préparer son héros à l'aventure, plutôt que de simplement accumuler des bonus de manière permanente. Comme certaines cartes peuvent être épuisées avant de revenir disponibles, il y a encore cette idée de choisir au bon moment quand les utiliser. Le côté campagne va encore plus loin, parce que certains scénarios vous demanderont quel embranchement choisir. Le chemin suivi peut donc modifier l'histoire. Et même la mort d'un héros est enregistrée dans le journal d'aventure, avant qu'un autre héros vienne prendre sa place. J'adore cette permanence. Elle donne un peu plus de poids aux situations dangereuses, sans pour autant vous obliger à repartir de zéro si un personnage disparaît. Concernant l'accessibilité, je trouve que le jeu occupe une position assez intéressante. En effet, il a beaucoup de petites règles, déplacement, ligne de vue, terrain, butin, compétences, comportement de vermine. Mais la manière dont les premiers scénarios les introduisent rend l'ensemble totalement logique et cohérent, et très facile à assimiler. Je pense qu'un joueur habitué à ce genre de jeu trouvera très rapidement ses marques. Pour quelqu'un de moins habitué, il faudra un petit peu de temps, mais le système d'apprentissage vous accompagne très bien durant ces parties, ainsi que les différents modes de difficulté. C'est un jeu où il faut accepter le système de campagne, la gestion des personnages entre les parties, et le fait de manipuler plusieurs informations autour de la table. En solo ou à deux, gérer plusieurs personnages peut demander un petit peu d'attention, même si le jeu propose une variante avec plus de points d'action et moins de personnages. Au final, les chants du Mont-Saint-Michel m'a totalement séduit. J'aime beaucoup le contraste entre cet univers de chat aventurier, qui pourrait laisser penser à quelque chose de très léger, et un système qui demande finalement pas mal d'attention autour de la table. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!